Je me suis mis à découvrir Marketing Mania et Stan Leloup, avec qui je bosse aujourd'hui. Et là, ça a vraiment été une bascule, tu vois, de me dire, ah ouais, mais on peut faire des trucs à la fois pro et divertissants et utiles, instructifs. Et ça a vraiment été une révélation. On est avec Robin aujourd'hui. Alors, Robin, il est associé à plein de mots pour moi. Il y a négociance, Robin du garage, créateur show, escape game. Est-ce que tu as eu du départ dans un escape game? Tu as fait des études en sciences sociales. Tu fais beaucoup d'écriture, de script YouTube. Et c'est en partie pour ça qu'on va te tirer les verres du nez aujourd'hui. Tu as une passion pour le cinéma aussi. Donc, tu as fait une espèce de mix de tout ça. Et je pense que ce serait... c'est pour ça que je voulais t'inviter en fait sur le podcast. Parce que, en fait, tu es quelqu'un que je trouve très intelligent, qui amène de l'intelligence sur le YouTube. Et du coup, je me dis que tu as forcément quelque chose à apporter à l'audience de Code YouTube. Et Merci. voilà, je te vois graviter autour de YouTube dans tous les sens. On sait pas trop ce que ça va donner au final, mais je trouve ça passionnant comme histoire. Donc aujourd'hui, on va voir ton histoire, comment tu as gravité et navigué dans tout ça. Et dans le prochain épisode, tu nous donneras tous tes conseils pour écrire des bons scripts YouTube parce que tu es un des pros dans le domaine aujourd'hui. Tu bosses sur certaines des vidéos qui font le plus de vues sur la plateforme quasiment. Donc voilà, ça va être 2 super épisodes. Donc c'est parti pour l'histoire. Salut Robin, Merci. salut Mathieu. Salut Robin, salut Sylvain. Salut Sylvain, salut Mathieu. Ça, c'est des présentations à la Sylvain. Il sait faire. Hein. C'était beau. J'avoue, je me suis demandé où ça allait partir quand il a dit Robin, ça m'évoque. J'ai envie d'associer plein de mots avec. Tu vois, je me suis dit là, on peut partir très très loin sur les mots qu'on peut associer avec Robin, suivant ce que tu sais de l'histoire. C'est ça. Alors, on va pas refaire toute l'histoire, mais ce que je trouvais marrant, c'est de voir, je suis allé voir ton LinkedIn, parce qu'on est très professionnel sur Code YouTube. Tu as fait des études de sciences sociales. Ton premier job, c'était d'être commercial, donc pas forcément de lien direct. Ensuite, tu es passé au coaching commercial. Ensuite, tu t'es nommé consultant en message. Alors ça, il faudra que tu m'expliques ce que c'est consultant en message. Et ensuite, tu es passé rédacteur de script vidéo. Et quand on a échangé un petit peu avant ce podcast, tu m'as dit que tu avais des projets qui arrivaient et que ça va encore bouger, encore évoluer dans les prochaines années. Donc, peut-être on peut commencer par consultant en message. C'est quoi un consultant en message? En fait, c'était l'idée. J'avais parlé, je m'étais à un moment focus sur la notion de message suite à la découverte des travaux de Donald Miller, qui est un auteur américain, qui à la base était un romancier, qui a eu fait des premiers romans qui avaient un peu floppé, avant qu'il se penche, tu sais, sur les concepts un peu connus, tu vois, aujourd'hui du Hero's Journey, tu vois, enfin tous les concepts connus de storytelling, et qui change du coup la façon d'aborder ses romans se mettent à performer, et puis une fois qu'il a compris le truc, il s'est dit, mais j'ai l'impression que tout ça, on peut l'appliquer de manière un peu universelle, notamment au marketing, tu vois. Et donc, il s'est mis à sortir un livre et des formations là-dessus, que j'ai trouvé vraiment passionnant. Et il y avait personne à l'époque en France, et même en francophonie, tu vois, qui traitait de ces sujets-là. Et moi, ça faisait un moment où, à la base, donc tu l'as dit, il y a eu un moment où j'étais coach commercial, parce que j'avais pendant des années été commercial. Et je me rendais compte que quand je coachais, que ce soit des indépendants ou des petites agences, quand je les coachais par rapport à leur prospection, le gros du travail, en fait, on le faisait sur leur positionnement et sur le cœur de leur message, en fait. Tu vois, c'était quoi le truc classique, en fait. C'est quoi le problème, en fait, des gens que tu vises, c'est quoi l'offre que tu mets en face et comment tu vas formuler un message pour que ça matche de suite, tu vois. Qu'en une phrase, en fait, ils aient compris que tu allais résoudre leurs problèmes. Et voilà. Et donc, du coup, vu que ça faisait déjà un moment que je faisais ça, mais sans que ce soit officiel, puisque je faisais qualifier de coach en prospection, j'ai un peu simplement, en fait, réadapté, tu vois, mon offre et mon branding autour de ça, quoi. Ok, alors en fait, t'es parti sur la base, parce que la base, souvent, c'est le cœur de cible, qui est ta cible, qui est le positionnement. Ouais, ça, on le retrouve un peu partout. Hein. C'est comme ça qu'on a en tout cas une bonne offre et un bon service. Ok, ouais. Intéressant. Et c'est comme ça que t'es arrivé sur YouTube? C'est grâce à ce biais-là, t'as eu envie de partager un moment? Non, en fait, c'était avant. C'est-à-dire que, en gros, vraiment, moi, mes premiers amours YouTube, à la base, c'est vraiment du divertissement, je pense, comme beaucoup. Et tu vois, moi, c'est surtout la grande époque du Golden Moustache, du Studio Bagel, tu vois. Moi, c'est vraiment ça, tu vois, genre mes premiers souvenirs YouTube. J'avais regardé, tu vois, Cyprien, Norman et compagnie. Mais vraiment, les moments où j'ai commencé à devenir accro, c'était vraiment le bagel et tout ça, quoi. Tu vois, c'était vraiment ça, moi, ma vibe, tu vois, du début. Après, je suivais un peu de loin. J'ai monté l'escape game, comme disait Sylvain. Pendant que je montais l'escape game, je voulais devenir... ça aussi, c'est encore un truc que tu vas trouver bizarre, mais je pratiquant de boxe et de MMA, en fait, depuis des années. Et pendant que je faisais l'escape game, à la base, je m'étais dit, il faudra que je m'organise pour me dégager du temps, parce que je voulais, en fait, arriver à faire des combats pro en MMA. Et du coup, je consommais vachement de YouTube. C'était la grande époque de Conor McGregor, tu vois, et donc, tu sais, j'étais en mode... trucs motivationnels, j'ai consommé beaucoup de trucs là-dessus, beaucoup de choses de Mike Tyson aussi, qui en plus a un podcast, tu vois, aujourd'hui. C'était ça, tu vois, mon gros truc. Et après,
vers la fin de l'Escape Game, donc avant que je vende mes parts, je me suis mis à découvrir Marketing Mania et Stan Leloup, avec qui je bosse aujourd'hui. Et là, ça a vraiment été une bascule, tu vois, de me dire, ah ouais, mais on peut faire des trucs à la fois pro et divertissant et utile, instructif, tu vois, sur YouTube. C'était genre 2000, je pense 17, tu vois, que j'ai dû le découvrir. Et ça a vraiment été une révélation, tu vois. C'est là où vraiment j'ai changé mon approche sur YouTube. Et donc, du coup, j'ai vendu mes parts de l'Escape Game en me disant, pendant 1 an, je vais faire des trucs que je peux faire à distance et je vais m'entraîner comme un fou pour devenir pro. Et du coup, je me suis mis coach commercial avec une chaîne YouTube qui s'appelait donc Négociance à l'époque, qu'a évoqué Sylvain, où l'idée c'était de faire des vidéos. J'en ai viré un petit peu de ce qu'il y avait parce que c'est vraiment de la merde quand je les revois aujourd'hui. Mais à la base, c'était de faire des vidéos, tu vois, pour partager ce que j'avais appris après, on va dire, une dizaine d'années, tu vois, dans le développement commercial, quoi. C'était ça le bail à la base, quoi. Ok, donc la découverte de Marketing Mania, pour toi, ça a été il y a eu un aha moment qui t'a fait dire, ok, en fait, je peux à la fois lier la partie divertissement qui m'intéresse sur YouTube, la partie vidéo, avec ta passion du cinéma aussi qu'il y a derrière. Ouais. Quand tu me cites Golden Moustache et Bagel, il y a un fort, un fort impact du cinéma sur leur travail. Et ton boulot qui était la partie commerciale, la partie message, la partie écriture, cibler les gens exactement, comprendre un peu comment marche leur cerveau, etc. Bah là, ça a mixé un petit peu les deux, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, tu t'es dit, bah tout le reste, j'en ai plus besoin. Je peux virer la MMA de ma vie, enfin, entre guillemets. Peut-être, je pense que tu en fais encore un peu en loisir, mais au moins, je peux virer le projet Escape Game, etc. et ne faire plus que ça, quoi. Carrément. Après, l'Escape Game, dans tous les cas, je voulais m'en passer parce qu'au final, le développement, avec mon associé, on voyait pas tout à fait les choses pareilles. On était potes, on est 2 potes. Et du coup, je voyais bien que si je suivais la façon dont il voulait développer, j'allais pas pouvoir me dégager du temps. Donc, bon, bref, ça c'est une parenthèse. Donc, dans tous les cas, je voulais vendre l'Escape Game. Et je t'avoue que ouais, ça serait cool de raconter l'histoire aujourd'hui en mode ouais, j'ai vu que je pouvais raccrocher ça avec la passion du cinéma et tout. Mais en fait, j'avais pas encore eu ce déclic lié au cinéma et tout ça. C'est-à-dire que c'est toujours un truc que j'avais un peu enfoui, tu vois, en mode c'est pas un vrai métier, tu vois. Enfin, moi, je viens de famille où c'est des artisans, tu vois, dans ma famille. Donc, il y a des vrais métiers et puis il y a les troubadours à la télé, tu vois. Enfin, Ouais. donc c'était inenvisageable en fait. Encore, même quand j'ai découvert Stan, c'était encore inenvisageable tu vois, de vivre de la vidéo, de l'écriture et tout ça. Mais par contre, j'ai vu une opportunité de faire un truc un peu plus sympa, tu vois, un peu plus déjà qui m'accordait davantage de liberté euh, en termes de géographie, d'horaire de travail, etc. Enfin, tu vois, c'était l'idée je découvrais le business en ligne et compagnie, quoi. Tu vois, l'idée quand je dis business en ligne, je vois large, hein. Je parle pas que de vendre des formations. Je parle du e-commerce, je parle d'être freelance, je parle de faire des trucs qu'aujourd'hui sont devenus normaux, en fait, que tu fais en remote, en fait, et que tu fais, tu vois, depuis chez toi. Mais à l'époque, enfin, tu vois, on est tous des vieilles personnes, on peut en parler. En 2017, tu vois, c'était pas le même délire, quoi, tu vois, en termes de remote, quoi. Donc c'est plus ça au début, tu vois. C'est plus le côté, ah, ça a l'air cool. Je trouvais que c'était quali, tu vois, genre, moi, ça me faisait vachement réfléchir mentalement quand je découvrais les premières vidéos de Stan. Tu sais, genre, j'avais un peu ouais, comme tu dis, des ah moments, tu vois, mais c'était plus en mode, mais il a raison, mais ah ouais. Et en plus, moi, comme tu l'as dit, j'ai fait des études en sciences humaines. Et d'un coup, tous ces trucs que j'avais fait en sciences humaines que je trouvais cool, mais il y a un moment où tu vois, où je me disais, bon, ça ne me servira jamais à rien, tu vois, c'est tout ce que j'ai appris. Ouais. Là, d'un coup, il y avait un mec qui utilisait les mêmes choses pour en faire des vidéos cool, faire un business. Et tu vois, c'était un peu cet agglomérat de, waouh, mais il y a plein de trucs que j'aime et que fait ce mec. Et il vit de ça, tu vois. Et c'est plus ce moment là, tu vois. Et donc, au début, je me suis dit, vas-y, je vais faire ça sur le développement commercial. Et après, en fait, j'ai fait évoluer parce que, force est de constater qu'à un moment, tu vois, suivant les caractères, c'est plus ou moins vrai ce que je veux dire, mais moi, je peux pas juste être opportuniste et me dire, bah, je vais capitaliser sur ce que je connais et faire du biz là-dessus, tu vois. Il y a un moment, en fait, où si ça m'anime pas au quotidien, tu vois, enfin, c'était plus possible. Et c'est ce qui s'est passé, du coup, sur le développement commercial, tu vois, où il y a un moment, j'étais là, bon, c'est cool, tu vois, le côté aider les gens, tu vois, à développer leur petite boîte, tout, c'est top. Mais par contre, le côté tous les jours, parler que de ça, tu vois, parler que du message, de la prospection, de vaincre tes peurs et tout, tu vois, c'était pas possible, quoi. Ouais. De ce que j'entends, Vas-y. Robin, tu es vachement drivé par l'envie, la passion, voilà, un peu touche à tout. Ouais, avec ses limites, ouais. Ouais, alors bien sûr, ça je peux le comprendre, mais tu vas vers ce qui te plaît, ça dure un temps, après tu changes en découvrant peut-être des nouvelles façons de faire, hein, comme tu le dis, c'est vrai que la découverte de YouTube et la façon de faire de Stan Leloup, bah, ça ouvre énormément de portes. Tu reviens en arrière en disant, ok, tiens, j'ai appris ça, ok, je le raccroche à YouTube. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi qui te drive à te relancer sur YouTube, à relancer une chaîne?
Ah, c'est intéressant. Il y a plusieurs trucs. Juste par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que parfois, tu vois, je vois dans ma famille qu'on me regarde un peu comme un extraterrestre. Je pense que vous devez vivre ça d'ailleurs aussi, tu vois, parce qu'on a des tafs assez peu communs en fait. Moi, je sais que de l'extérieur, tu vois, les gens croient que, genre, je me lasse, tu sais. Genre, c'est toujours le truc que j'ai toujours entendu. Ouais, Robin, il se lasse. Et en fait, Ouais. et moi, de l'intérieur, je le vois pas du tout comme ça. Moi, je le vois comme j'ai une espèce de carte au trésor, mais en fait, il n'y a pas vraiment la destination, tu vois, qui est indiquée dessus. Et en fait, c'est à moi d'explorer, tu vois, comme quand tu joues à un jeu open game, Open World. open world, open game, et tu vois, et que tu vas explorer en fait, jusqu'à trouver le truc, tu vois. Ben, j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est que moi j'explore, tu vois, je fais des fois je reviens effectivement en arrière parce que je me dis, ah, en fait ça c'était pas mal, tu vois, mais j'ai l'impression petit à petit de bâtir un mur de plus en plus, tu vois, de plus en plus solide. Pour répondre à la question de qu'est-ce qui me motive aujourd'hui, il y a plusieurs éléments, j'en ai parlé un petit peu avec Sylvain d'ailleurs la semaine dernière. D'abord, moi, il y a le besoin de création pure en fait, tu vois, qui vraiment est un besoin que j'avais négligé pendant des années justement quand j'étais commercial et sur lequel j'ai mis le doigt assez tardivement, mais qui est véritablement un besoin, tu vois. C'est-à-dire que je suis malheureux si j'utilise pas à un moment mes idées, tu vois, pour créer des trucs, même des fois des trucs qui n'ont aucun sens, tu vois, des sketchs, peu importe, tu vois, mais juste créer des trucs, tu vois. Et quand je dis créer des trucs, ça veut dire tout et n'importe quoi. Moi, typiquement, ça va être créer plutôt des histoires. Quand je dis créer des trucs, c'est, je suis pas du tout, tu vois, j'aime pas les travaux manuels, tu vois, je suis pas dans ce délire, tu vois, mais c'est plus créer des histoires, tu vois, créer des blagues, jouer avec les mots, voilà, ça me fait kiffer. Donc, il y a une motivation de création, euh, il y a une motivation plus pragmatique, tu vois, comment dire, plus carriériste, on va dire, qui est qu'à un moment, j'ai quand même conscience aussi que développer ta propre audience, devenir une référence sur ton secteur, etc., enfin, c'est quand même davantage porteur, dans ma vision, en tout cas, que tu vois, que d'être salarié. Enfin, quand je dis porteur, c'est sur un plan purement de ce qu'on pourrait appeler de réussite professionnelle. Chacun aura sa définition de la réussite, mais en termes de revenus financiers, de richesse, d'options. En fait, j'aime la notion, tu vois, d'avoir davantage d'options, tu vois. Et donc ça, c'est le deuxième, on va dire, moteur. Et le troisième moteur, qui est un peu lié au premier, mais c'est le fait d'avoir une liberté d'expression, en fait, tu vois. Dans le sens où j'ai beaucoup, beaucoup de liberté dans ce que je fais aujourd'hui. J'ai donc 80-90% aujourd'hui de mon activité, c'est d'écrire pour Marketing Mania. Malgré la liberté que j'ai pas 100%, tu vois, de liberté. Et il y a parfois des propos, au-delà du plaisir de créer, il y a des choses que j'aimerais partager, tu vois. Il y a des choses sur lesquelles j'aimerais m'exprimer, faire toucher du doigt les gens, tu vois. Je vois qu'il y a des propos que je peux tenir, ou en tout cas des réflexions que je peux avoir, que je retrouve pas vraiment partagées ailleurs en francophonie. Et en toute humilité, je me dis ça peut valoir le coup. Et je dis vraiment en toute humilité, je veux dire, tu vois, je suis pas un grand philosophe des temps modernes qui va révolutionner, mais il y a deux trois trucs, tu vois, comme je sais que je suis quelqu'un d'assez honnête sur mon ressenti, j'ai tendance à pas trop bullshiter les gens. Et tu vois, quand un truc me fait galérer, je le dis très facilement, tu vois, dans les discussions que j'ai dans des vraies soirées, tout ça. Enfin, je mets très souvent, tu vois, les gens à l'aise parce que j'hésite pas à partager, à me montrer vulnérable en fait, tu vois. Et ce qui peut paraître parfois surprenant, tu vois, vu extérieur, dans le sens où, enfin, tu vois, quand t'es un peu entrepreneur, que tu travailles des trucs, les gens ont toujours l'impression que tu vois, t'as pas peur de prendre des risques, que t'es jamais dans le doute et tout. Et du coup, quand je me mets vulnérable là-dessus, vraiment, j'ai vu plein de fois où ça mettait les gens à l'aise et qui, du coup, après, se lâchaient, tu sais. Au début, ils avaient un peu un masque en mode, ouais, je fais tant de thunes et tout, enfin, tu vois, un peu mal alpha. Et en fait, dès que tu te mets vulnérable, les gens se lâchent. Et j'ai un peu envie de recréer ça à plus grande échelle, tu vois, sur YouTube, quoi. Enfin, sur YouTube ou ailleurs, mais moi, mon kiff, c'est YouTube. Est-ce que je peux te poser une question qui va peut-être te mettre mal à l'aise, Robin? Vas-y, je bois une petite lampée de café en même temps. Tu nous parles de vulnérabilité. Alors, c'est extrêmement important. C'est même quasiment un des ingrédients principaux sur YouTube. Et c'est quasiment celui qui est le plus difficile pour les entreprises ou pour les entrepreneurs à intégrer dans leur contenu parce qu'en général, ils veulent donner une image la plus parfaite possible et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire sur YouTube. Donc toi, tu as cet élément-là qui est pas facile. Tu es extrêmement doué pour les scripts, c'est quelque chose qui te passionne, que tu as travaillé. Donc quand on parle de script, on va parler de comment raconter des histoires en vidéo. Quand on raconte des histoires, les gens, ils sont happés du début jusqu'à la fin. Tu as aussi la partie script de titre, comment faire en sorte que, justement, avec toute ton expérience de sciences sociales, toute ta culture là-dedans, qu'est-ce qui fait cliquer les gens, etc. Donc tu as tous les ingrédients qu'il faut. Du coup, pourquoi sur tes vidéos, elles marchent pas plus que ça sur ta chaîne? Pourquoi elles ont pas 200 000 vues, les vidéos sur ta chaîne? Est-ce que c'est l'histoire du cordonnier le plus mal chaussé ou c'est quoi en fait? En vrai, honnêtement, ce que tu dis, quand tu dis que je suis doué en script et tout, je l'ai quand même appris, tu vois. Dans le sens où, au début, moi, mes vidéos, il y a plusieurs choses qui font que ma chaîne, elle a pas décollé. Bon, déjà, là, ça fait 8 mois qu'elle est inactive, donc forcément, ça n'aide pas. C'est que, déjà, j'ai mis longtemps à savoir ce que je voulais faire avec cette chaîne.
j'ai vraiment changé mon fusil d'épaule un paquet de fois. Et ça, déjà, ça n'aide pas. Tu vois, le fait d'avoir une chaîne qui fait un coup une espèce de vidéo à la Stan Leloup, le lendemain qui fait un vlog, et 3 jours après qui fait un sketch. On est d'accord, je veux pas vous l'expliquer, quoi. Ouais. Mais... YouTube n'aime pas ça. Ouais, l'audience, en fait, tu vois, l'audience se perd, tu vois. Enfin, je veux dire, t'es un humain. Pour expliquer aux auditeurs pourquoi c'est pas forcément une bonne idée de changer de contenu tous les 6 mois. C'est simplement que vous allez construire une audience autour d'un certain type de vidéo, une thématique, des formats de vidéo, donc par exemple des sketchs ou un truc comme ça. Et donc les gens vont s'attendre à ces contenus-là. Et dès le moment où vous allez commencer à faire des contenus très différents, ces personnes-là vont pas bien réagir, vont pas vouloir cliquer dessus. Pourtant, YouTube se dit, mais on n'a que à proposer la vidéo. Donc, si même ces gens-là qui suivent la chaîne depuis le début cliquent pas, on n'a pas de raison de les montrer à d'autres personnes. Et ça met du temps à faire la transition vers un type de contenu différent. Et quand on fait ça 2, 3, 4, 5 fois successifs, parce que toi, tu considères, je pense, plutôt ta chaîne YouTube comme quelque chose qui t'accompagne dans ta vie et pas forcément comme une chaîne pour une thématique très précise, etc. Ouais. Forcément, c'est un peu difficile de réemballer à chaque fois la machine, quoi. Complètement. Et c'est un peu ce que j'ai fait donc sur ma chaîne. Mais au-delà de ça, parce que ce serait facile de dire oui, je me suis éparpillé. Honnêtement, c'est que pendant longtemps, j'ai pas fait des bonnes vidéos. Dans le sens où pendant longtemps, je me mettais à la fois des barrières et à la fois, je pense que j'étais feignant sur certains trucs. Je me posais pas face à mon écran en me disant comment je fais vraiment une bonne vidéo, comment je vais éclater les gens avec cette vidéo, tu vois, comme tu ferais un film en fait. Je me disais juste, qu'est-ce que j'ai envie de partager, tu vois. Et c'était vraiment que ça. Et j'ai eu la chance du coup de me mettre à bosser avec Stan. Ce qui a fait que j'ai bossé avec Stan, c'est que j'ai fait 1 ou 2 vidéos qu'il a trouvé cool, notamment une, tu vois, où je faisais un sketch où j'incarnais l'algorithme de YouTube, tu vois. Et du coup, il s'est dit, en gros, Stan s'est dit, il a des idées, tu vois. Genre, je vois qu'en gros, il sait pas sculpter son argile, tu vois. Mais il y a de l'argile, quoi. Tu vois, en gros. Quelle drôle de métaphore. T'aimes bien les images. T'es pas mal, là. Et du coup, j'ai eu la chance de bosser avec lui dans le sens où c'est une façon de faire des bonnes vidéos. Hein. Ce que fait Stan, c'est évidemment une parmi plein d'autres. Mais le fait est que ça m'a appris à bosser longtemps sur des scripts. Et quand tu dis que je suis doué, honnêtement, je pense pas à la base être très doué pour des scripts d'analyse, en tout cas. Je pense que moi, j'ai une facilité sur l'imagination, tu vois. Genre, imaginer je pourrais te pondre des sketchs, tu vois, en permanence. Je dis pas qu'ils seraient tous drôles, mais tu vois, imaginer un truc qui n'existe pas, mais facile. Par contre, prendre un sujet, l'analyser, recouper les infos et tout, enfin, je vous garantis qu'on en reparlera la prochaine fois, mais ça me casse le cerveau. Les scripts pour Marketing Mania, c'est d'une difficulté, quoi. C'est vraiment, c'est un processus de douleur, quoi. Tu vois, c'est pas genre, j'ai une idée, je suis doué, allons-y, tu vois. C'est des heures tous les jours, quoi. Et donc voilà, donc bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai eu cette chance de pouvoir bosser sur ces scripts et surtout, au-delà de l'analyse que je fais pour Stan, tous les jours, moi, c'est mon quotidien maintenant, là, depuis 1 an. C'est vraiment de me dire comment on fait une bonne vidéo. Au-delà de la pertinence de l'analyse, on est tout le temps en train de se dire comment on fait une bonne vidéo. Tu vois, l'accroche, tu vois, le début de la vidéo, on peut y passer des heures dessus, tu vois, à reformuler, à refaire des accroches, à revoir les titres. Les titres, on se fait des listes comme ça. Enfin, tu vois, et donc c'est ça qui, honnêtement, qui fait que. Et d'ailleurs, on va ajouter ça à la liste des raisons de pourquoi je me relance entre guillemets sur YouTube. C'est que là, j'ai l'impression, ça y est, d'avoir appris à faire plein de bons trucs et de me dire, allez, on va auto-croquer, tu vois, maintenant, on va se faire croquer à ce qu'on a appris, quoi, tu vois, je vais en faire profiter ma chaîne. Donc voilà pourquoi ma chaîne, en fait, décolle pas, c'est qu'honnêtement, de manière très simple, je pense que j'ai pas vraiment des très bonnes vidéos pour l'instant, tu vois. Oui, alors, en même temps, je pense que ta chaîne au départ, ça a été un petit peu un laboratoire ou un exutoire pour toi. Exactement. À tester des formats, tester des façons de faire. Est-ce que aussi, alors c'est une question comme ça, hein, est-ce qu'il n'y a pas ce côté aussi mise en avant qui est pas forcément quelque chose qui te drive? J'ai checké un petit peu tes réseaux sociaux. T'es pas quelqu'un de très présent sur les réseaux sociaux. Ouais. T'as une envie de partager. Tu le dis. Mais est-ce qu'il y a pas une sorte de frontière entre l'envie et l'exécution, de se dire tiens, je vais faire régulièrement des vidéos YouTube, je vais me mettre en avant, je vais me montrer vulnérable ou je vais montrer mon expertise, mes capacités, le fait d'aller aussi sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, c'est pas une aventure qui te tente? Et est-ce que ça n'a pas été un frein aussi au développement de ta chaîne YouTube? Alors, c'est vrai que je suis très très discret sur les réseaux sociaux, simplement parce que en fait, je suis pas un énorme consommateur, tu vois, genre un peu LinkedIn. Il y a très très longtemps, j'étais gros consommateur de Twitter, mais genre vraiment il y a longtemps, tu vois, genre quand c'est sorti, quoi. Parce qu'à l'époque, ça m'avait valu plein d'opportunités professionnelles d'ailleurs, mais après je m'en suis éloigné. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vendu l'Escape Game,
que je savais pas trop quoi faire. Enfin, je savais que je voulais faire un truc en ligne, vendre mes compétences commerciales. Au tout début, j'étais actif partout. Au tout début, je balançais sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube. Et je me suis cramé. Genre, vraiment, ça a duré quelques mois. J'étais épuisé. J'avais pas plus de résultats que ça. Et du coup, après, j'ai pris un peu l'extrême inverse, en fait, de me dire, ben, focus. Tu vois, focus sur les choses qui sont importantes. Et j'aimerais, en fait, faire plus de trucs. Mais on est tous papas, on sait le temps que ça prend. On est tous entrepreneurs, on sait le temps que ça prend. Et moi, je suis entrepreneur sans être 100% entrepreneur, dans le sens où je te dis 80% de mon chiffre d'affaires, c'est avec Marketing Mania. Et du coup, je tiens à honorer, en fait, tu vois, ce que je fais avec Marketing Mania. Donc, en gros, aujourd'hui, le temps que je passe sur les écrans, c'est quasiment tout le temps, parce qu'en fait, je veux honorer ce que je fais pour Stan, tu vois, et je veux bien taffer. Et quand je fais pas ça, ben là, en ce moment, là, je bosse beaucoup sur la prochaine vidéo de ma chaîne YouTube. Mais c'est vrai que du coup, passer du temps sur LinkedIn, à écrire des trucs, c'est pas un truc auquel j'ai retrouvé du sens, en tout cas aujourd'hui. Des fois, j'ai envie un peu, tu vois, de me remettre sur LinkedIn, parce qu'en vrai, sur LinkedIn, j'ai quand même fait, dans vous, les gars, en fait, j'ai fait des bonnes rencontres, quoi, tu vois. C'est vraiment l'endroit aujourd'hui où, à part YouTube, en fait, je fais des bonnes rencontres. Donc, on va dire, si je devais repartir sur un truc autre, ça serait LinkedIn. Mais je suis vraiment un gros adepte du focus et de la priorisation, et c'est pas la priorité, quoi. Tu vois. Là, en ce moment, en tout cas, c'est vraiment pas la priorité. C'est un vrai sujet, je trouve, le focus, parce que c'est une problématique qu'on a quasiment avec tous nos clients entrepreneurs. C'est qu'ils disent je sais qu'il faut que je crée des vidéos YouTube, je sais qu'il faut que j'aille sur YouTube, je veux y aller à fond, etc. Il y a beaucoup d'intentions, beaucoup d'envie, et derrière, dans le quotidien, ah mais attends, j'ai des boulots pour le client, là il faut que je fasse ça, j'ai de la prospection commerciale parce qu'il faut bien faire rentrer du chiffre et tout ça. Et t'avances jamais. Et on a besoin d'une part de créativité, et cette créativité, elle se débloque pas après une journée de 8 heures de boulot intense. Et d'ailleurs, on le constate d'ailleurs avec le travail physique, ça marche aussi. Hein. Quand tu as fait des travaux toute la journée, le soir, tu n'as aucune possibilité de faire une vidéo YouTube. Ouais, c'est vrai. Et donc, ça fait partie des points de blocage que nous, on essaie de décoincer avec Mathieu. On essaie de trouver des techniques ou des méthodes pour que les pros puissent... Alors, pour certains, ce sera, bah écoute, tu te bloques un jour par mois dans lequel on va faire le tournage, et puis pour la partie écriture, on va t'aider, etc. Enfin, tu vois, on va caler un peu des agendas où il va y avoir une journée de focus. Ouais, il y a d'autres personnes qui ont besoin de distiller un petit peu tout au long du mois et de faire un petit peu ici, un petit peu là. Mais ça fait partie des choses où, effectivement, d'avoir un accompagnement, ça peut bien aider à se cadrer. On vient aussi vous mettre des coups de pied au cul s'il faut, si vous produisez pas. Et vous les planifiez avec eux? Genre, pendant l'accompagnement, vous leur dites... ouvre ton calendar et cale un moment pour le faire. Ouais, c'est trop bien. C'est top. Ouais. Il faut. Et surtout, il faut s'adapter à la façon de travailler de la personne. Et pour moi, c'est une différence fondamentale entre des créateurs de contenu YouTube qui sont pros à côté, qui ont une activité professionnelle, et YouTube est pour eux un canal d'acquisition, pas comme un autre, mais un canal d'acquisition, et des créateurs de contenu qui vivent de leur création de contenu, où eux, c'est le point central. Le point central, c'est je dois créer du contenu, et après, le reste s'en découle, j'ai des sources de revenus, et tout à fait. Ouais, c'est très différent comme approche, en fait. C'est vrai. Ouais. Dans l'accompagnement, comme je dis souvent, on est un peu là aussi pour leur mettre des coups de pied au cul. Parce que YouTube n'est pas leur priorité. Ouais. On le sait, YouTube peut être démoralisant quand tu n'as pas les résultats que tu veux au départ. Et un entrepreneur, il a besoin de retour sur investissement. YouTube est un investissement. YouTube, comme le dit Sylvain, c'est pas leur passion. Ils viennent sur YouTube parce que ils voient les résultats. Ils ont envie de faire du marketing mania pour certains. Ils ont envie de faire comme les Américains qui gagnent des millions grâce à YouTube, mais ils ne mettent pas toujours les moyens en face. C'est-à-dire qu'il y a l'envie. Complètement. Il y a un objectif, mais derrière, nous, on est là aussi pour leur dire, OK, si tu veux atteindre ça, voilà ce qu'il faut que tu mettes sur la table. Et tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que si tu veux un retour sur investissement, il va falloir travailler. YouTube, malheureusement, pour certains entrepreneurs, c'est un peu pris par-dessus la jambe. C'est-à-dire que sur LinkedIn, c'est facile, on fait des posts. Sur Instagram, on met des belles photos motivation, moi devant mon PC. Sur YouTube, tu es obligé de te dévoiler, tu es obligé de travailler en amont, tu es obligé de travailler sur le moment. Ça demande masse d'investissement, YouTube. Et ça demande même une phase, je trouve aussi, de test, dans le sens pour trouver aussi quel est le format, quel est le truc sur lequel toi tu te sens à l'aise, et sur lequel, tu sais, Colin et Samir, on en a parlé tous les deux en off tout à l'heure,
c'est un truc qui pousse beaucoup, tu sais, de trouver un format sur lequel tu n'auras pas trop de résistance, tu sais, sur lequel il n'y aura pas trop de friction et que tu vas pouvoir refaire. C'est long à trouver ça. Enfin, parfois, tu as de la chance de le trouver vite, tu vois. Stan, honnêtement, l'a trouvé relativement vite sur sa chaîne, tu vois, le côté... analyse. En fait, naturellement, moi, je peux passer 15 heures par jour à lire des livres et à faire des analyses, tu vois. Tu vois, il a reproduit ça, c'est devenu assez naturellement, mais je trouve que pour beaucoup de gens, enfin moi j'en fais partie en tout cas, c'est pas facile, et c'est pas facile de trouver, et tant que t'as pas, j'allais dire put in the work comme un connard qui parle anglais, comment on traduit ça en français, tant que en gros t'as pas mis les horaires, les heures qu'il faut, tu vois, de travail, de test, tu vois, de doute et tout, bah tu peux pas trouver. J'en parle souvent, il y a peut-être, je sais pas si vous avez déjà vu sa chaîne, Mehdi Alani, dédicace poto si tu m'entends, qui a une chaîne qui a percé surtout grâce à une vidéo là où il dit qu'il a pris du LSD pendant 30 jours, sous l'apparente superficialité du titre. Enfin, je vous invite à regarder la vidéo, tu Mehdi taffe à mort, et lui c'est vraiment un gros avocat de faut accepter la difficulté, et genre en gros lui il te dit plutôt d'essayer de surplanifier les formats que tu vas faire et tout, il te dit prends un sujet que tu veux traiter, fais une vidéo, essaie de te dire comment je fais la meilleure vidéo possible sur ce sujet, et au fur et à mesure que tu vas répéter ce processus de je prends un sujet, je fais la meilleure vidéo, sans te dire il faut que je fasse le même délire qu'avant, tu vois. Genre, juste à chaque fois je prends un truc, je fais une bonne vidéo, je prends un truc, je fais une bonne vidéo, et lui dans son approche, tu vois, c'est comme ça que petit à petit tu trouves ton format en fait. C'est qu'à chaque fois tu te dis, vu que tu te dis juste ton seul but c'est de faire une bonne vidéo avec tes contraintes en fait, tu vois. C'est comme si tu repartais à zéro presque à chaque fois, sauf qu'au final tu apprends au fur et à mesure, tu vois. Et je trouve que ça, c'est une vraie difficulté, notamment pour les entrepreneurs, comme vous dites, dont c'est pas la passion et qui du coup mettent pas les heures qu'il faut pour trouver ça. C'est ça, c'est assez facile à le dire, hein, quand tu le dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. À le mettre en place, c'est compliqué, parce qu'il y a plusieurs phénomènes que l'on peut voir avec Sylvain quand on accompagne des entreprises ou des entrepreneurs. C'est aussi l'influence. Souvent, on a affaire à des personnes qui consomment du YouTube, et qui consomment des chaînes à succès. Ouais. Et le problème, c'est de vouloir répéter les formats qui existent déjà, en se disant bon, si ça plaît, j'ai plus ou moins la même cible, moi je vais m'y mettre. Mais ce format ne leur appartient pas, ils l'ont pas construit, ils ont pas vu tous les échecs qu'il y a eu au départ, et en fait ils pensent que dès la première vidéo ça va fonctionner. Alors que comme tu l'as dit, la réussite, c'est un peu le croisement entre un format qui te plaît à faire, parce que si ça te plaît pas, tu vas pas tenir, et qui plaît à ton audience. Et souvent, au départ, ils commencent par faire des formats qui ne plaisent qu'à l'audience, et ils prennent pas de plaisir à le faire. Et encore d'accord. Oui. Alors il y a aussi le troisième chemin qui s'appelle la facilité. Donc, alors celui-là il est affreux. Je fais un template de vidéo et j'en fais 10 d'un coup. Ouais, c'est ça. Et après ils nous disent je comprends pas, ça marche pas chez moi. Parce que tu fais toujours la même chose et ça peut pas marcher. J'aime bien ce que tu dis de plutôt d'avoir comme objectif de faire une bonne vidéo. Voilà. On part de ce principe, on fait une bonne vidéo, et après, petit à petit, on va rajouter les éléments techniques, d'écriture, de montage, pour arriver vraiment à trouver ce qui nous plaît, mais pas vouloir brûler les étapes, quoi. Mais par contre, le truc de l'inspiration, autant comment dire, il y a ce problème de parfois tu copies un format en gros qui n'est pas adapté à toi. Par contre, je pense que c'est quand même bien de potentiellement commencer comme ça, dans le sens où c'est le fait d'avoir testé et te rendre compte que c'est pas adapté à toi qui te fait en fait gagner en connaissance de toi-même et de la plateforme et tout ça. Et ouais, ça c'est pareil, je suis assez avocat il y a un livre qui s'appelle Still Like an Artist, d'Austin Kleon, qui est tout petit et qui est top. Enfin, franchement, les créateurs, lisez ce livre, c'est vraiment cool à lire. Je trouve qu'il met bien l'accent sur l'importance, tu vois, de s'inspirer. Moi, la première proposition de travail que j'ai eue avec Stan, c'était vraiment il y a longtemps, avant qu'on bosse vraiment ensemble. C'était suite à une vidéo qui était clairement calquée sur le format Marketing Mania, tu vois, qui a été dure, pénible à faire, qui n'est pas vraiment une bonne vidéo, tu vois. C'était la vidéo de... si jamais un jour vous allez voir sur ma chaîne, où j'analyse le film Glengarry Glen Ross, qui est un film de commerciaux, d'agents immobiliers. Ça vend du rêve là. Ouais, quand tu y penses. Ouais, un film de commerciaux, mais allez voir. C'est vrai que j'ai très mal vendu le truc. Mais le fait est, tu vois, que c'est d'abord en copiant ce que faisait Stan, entre guillemets, le style en tout cas, tu vois, que j'ai découvert un style, que je me suis mis à bosser avec lui, et aujourd'hui, clairement,
tu vois, si je développe ma chaîne YouTube, là, je suis en train de... Bon, je vais m'auto-contredire. Parce que j'allais dire, si je développe ma chaîne YouTube, je vais pas partir sur des formats d'analyse. C'est pas vrai, parce que la première vidéo, c'est un format d'analyse. Mais c'est en le faisant, justement, en refaisant à nouveau un format d'analyse, sachant que je passe mes journées à analyser pour Stan, et là, en ce moment, je bosse le soir sur mes propres vidéos. Et donc là, je me rends compte que ça marche pas bien, quoi, tu vois. Le fait de faire double analyse dans la journée, j'ai le cerveau un peu cramé. Mais le fait est que, tu vois, je peux pas renier le parcours. Donc, voyez pas ça comme une erreur long terme. Voyez ça comme, vous prenez un format, vous copiez. Effectivement, à court terme, vous dites, putain, ça marche pas pour moi, j'y arrive pas et tout. Mais ok, mais c'est cool, en fait. Vous avez appris un truc. Tu vois, reprenez maintenant des créateurs dont les formats vous intéressent et essayez maintenant d'appliquer ça de manière un peu plus stratégique avec sur quoi j'ai une plus-value. Tu vois, qu'est-ce qui naturellement vient facilement pour moi. Sur YouTube, c'est en faisant qu'on voit ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît pas. C'est pas a priori, on va regarder des vidéos d'autres personnes, on va dire ah oui, ça a l'air cool, je pourrais le faire. Mais une fois que tu l'as fait, là, tu sais si vraiment c'est génial et t'as envie de faire ça 50 fois ou si c'est insupportable et ça te convient pas du tout. Et donc faire des formats très différents. Donc s'inspirer, c'est génial, mais vous inspirez pas 50 fois de la même personne. Inspirez-vous une fois d'une personne, faites une autre vidéo d'une autre personne. Plus vous expérimentez, plus vous saurez rapidement exactement ce qui vous plaît, ce qui vous motive, ce qui vous obsède. Un sujet qui vous obsède, c'est a priori normalement le meilleur sujet pour votre chaîne YouTube. Et normalement, on sera bon. Mathieu, sauf si tu as une question super importante, là, ça fait 32 minutes qu'on tourne, donc il va falloir qu'on termine l'épisode. Sinon, j'avais une bonne transition vu qu'on parlait d'obsession. J'allais dire, moi, je suis un petit peu de plus en plus obsédé par tout ce qui est storytelling. Je suis pas très bon là-dedans, j'apprends. Et du coup, je pense que Robin a énormément de choses à nous apprendre là-dessus. Et c'est le but du prochain épisode de Code YouTube. Excellent. Vas-y. Donc, l'appel à l'action de fin d'épisode. Cette fois-ci, on vous demande de vous abonner au podcast pour ne pas manquer le prochain épisode avec Robin, où là, cette fois-ci, il va nous expliquer dans le détail exactement comment on fait un bon script, un bon titre de vidéo, parce que ça commence par le titre, une histoire, comment on raconte des bonnes histoires et comment on va captiver son audience. Donc, ne manquez pas ça. Abonnez-vous soit sur YouTube, soit sur votre plateforme de podcast préférée. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Salut Robin, salut Mathieu. Salut Sylvain, salut Mathieu. Et je me casse.